Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert. Pour notre brief et analyse graphique, le dernier de l'année, nous sommes le 29 décembre, il est 14h57 et on entame la dernière ligne droite dans un marché qui terminera donc l'année sur ses plus hauts quasiment sur la plupart des indices. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez, comme toujours, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et des positions, à activer la notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci. Donc, moins de vidéos cette semaine, hein, la semaine était écourtée, les marchés n'ont réouvert que mercredi. Ils clôturent aujourd'hui normalement, vendredi donc 29 décembre. Lundi prochain sera férié, 1er janvier, et on se retrouvera, les marchés réouvriront normalement à partir du mardi 2 janvier pour une semaine qui va être riche. Elle va être dense côté macroéconomique, on va avoir beaucoup de publications intéressantes, je vais vous donner le calendrier tout de suite. Mardi, les PMI manufacturiers en France, en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Donc ça va être assez dense. Mercredi, PMI de l'ISM aux États-Unis, rapport JOLTS de l'emploi américain, premier élément d'emploi, parce que ça va être une semaine d'emploi aux États-Unis surtout. Mercredi soir, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. On va y trouver peut-être des éléments complémentaires quant au discours des banquiers centraux qui, je le rappelle, ont été relativement prudents, mais que les marchés n'ont pas voulu pour l'instant entendre, puisqu'ils continuent à former de nouveaux plus hauts sur les indices américains, alors que les discours étaient plutôt dans le sens d'un régime plus accommodant, bien entendu, d'un pivot, certes, et en fait les marchés n'entendent pas le nombre de baisses de taux qu'on enregistrera l'année prochaine, mais que c'est la fin de la hausse des taux, et c'est plus ça qui est payé pour l'instant que le nombre de taux eux-mêmes, même si il y a, semble-t-il, divergence entre ce qu'ont annoncé les membres de la Fed et les membres de la Banque Centrale Européenne par ailleurs, et ce que le marché a lu ou a comme consensus en tête. Toujours est-il que même si les banquiers centraux ont indiqué que ça n'était pas au centre des préoccupations, les dates de baisse de taux, les marchés l'ont payé pour l'instant pas mal. Attention aux déceptions de ce côté-là. Jeudi, indice des prix à la consommation en Europe, en France et en Allemagne, PMI des services en Europe et aux États-Unis, important. Et puis jeudi, les chiffres de l'emploi ADP. Exceptionnellement, c'est décalé au jeudi, donc c'est l'enquête privée ADP, des chiffres mensuels de l'emploi américain qui seront publiés à surveiller. On aura vendredi enfin l'indice des prix à la consommation en Europe, donc chiffre de l'inflation en Europe. Et pour finir la semaine en beauté, les NFP, les fameux Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi, cette fois-ci l'enquête gouvernementale en début d'après-midi vendredi, avec pour terminer après ça les PMI, donc l'indice des directeurs d'achat de l'ISM américain. Voilà, un calendrier qui va être dense, qui va être intéressant à surveiller la semaine prochaine. Je voulais vous donner aussi un état des positions ouvertes sur les marchés dérivés, c'est intéressant. Depuis la dernière échéance des marchés dérivés qui s'est tenue, je prends mes notes, le 15 décembre dernier, eh bien, sur les indices américains, on a formé de nouveaux plus hauts. Hein, le S&P avait clôturé à 4719, il est maintenant à 4783, sauf que la position ouverte a baissé de près de 300 000 contrats sur plus de 2 millions. Donc, pas d'intérêt, pas de soutien depuis 4719 sur le S&P. Attention. Sur les indices européens, c'est un peu différent. Là, les indices européens, depuis l'échéance, ont baissé. Si on regarde, alors je reprends le DAX, l'Eurostoxx, pardon. L'Eurostoxx, il était à 4549, il clôture hier soir à 4514. Et dans cette petite baisse, on a vu une destruction de 50 000 à 60 000 contrats futurs, 62 000 contrats futurs de moins sur 2 640 000, donc c'est pas beaucoup de destruction d'intérêt, mais on en rappelle qu'on n'avait pas reconduit le gros intérêt qui avait été ouvert pour l'échéance du mois de décembre, donc 2 682 c'est très faible, la moyenne elle est plutôt de 3,8 millions sur les 2 dernières années, donc 2 640 000 contrats à hier soir, ça n'est pas beaucoup, mais en tout cas pas de pression baissière dans la petite séquence de baisse, et sur le CAC 40 non plus, on avait terminé à 7 596,91, on a clôturé hier soir à 7 535 sur l'indice CAC 40, et le nombre de contrats futurs est passé de 209 628 à 197 858, donc 10-12 000 contrats clôturés sur l'indice CAC 40 au cours de la baisse, donc pas de pression baissière, mais toujours de la baisse et de la destruction d'intérêt globalement dans ce petit mouvement de baisse. Alors, ça ne veut pas dire que les marchés ne puissent pas baisser parce qu'il n'y a pas de pression baissière, et ça va être un peu notre thème à court terme en tout cas. On a beaucoup tiré sur les indices, on va voir que je vais vous montrer quelques indicateurs qui m'ont impressionné par leur hauteur et leur excès à court terme. Alors ça n'est que du court terme, le mouvement à moyen et long terme, j'insiste, il est
positif à très positif. Il y a beaucoup de choses qui sont construites, il y a beaucoup de choses qui ont été pas mal payées. Ça va être un peu moins amusant peut-être pour ce début d'année, mais je pense que ça va être une année de stock picking. Alors, on va regarder aujourd'hui pas mal de choses. Non seulement les indices, on va regarder quelques valeurs, et je vais vous montrer quelques éléments de force. Alors, j'aime pas trop les prévisions pour l'année à venir, parce que le marché c'est continu, on ne s'est pas arrêté, même s'il y a un calendrier... de fait, mais on va continuer sur la lancée, sur pas mal de choses qui sont déjà mises en place au mois d'octobre dernier. On va voir ce qui se passe donc sur différents actifs et différents secteurs, notamment ce côté small et mid caps, sur pas mal de valeurs, des choses intéressantes. Peut-être qu'il y a des titres qui ont déjà été bien payés et pour lesquels il va y avoir encore de la possibilité de continuer, mais sur les grosses capitalisations, en revanche sur les small et mid caps, il s'est passé beaucoup de choses récemment, et là ça va peut-être être une phase de consolidation. Attention à ne pas payer n'importe quoi, il y avait un phénomène de fin d'année et de rattrapage, le début d'année est en général, on le sait, favorable aux small et mid caps, mais ça ce sont des statistiques, ça n'est pas écrit, même si pour l'instant il y a des choses qui sont pas mal, eh bien les indices ont l'air de plutôt vouloir commencer à consolider. Cette fois-ci, on a quelques figures, en plus de faiblesses dont je vous parlais, en plus du ratio de couverture qui est extrêmement bas dans les portefeuilles, j'insiste là-dessus, sur les options sur actions américaines au plus bas, ou en tout cas très bas, sur le CAC 40 en optimisme fort, et sur l'Eurostoxx, on a vraiment un niveau de complaisance qui est remarquable malgré les niveaux actuels du marché, avec une volatilité qui s'ensuit. On évolue sur l'indice CAC 40 à une volatilité autour de 12, et puis on ira voir le VIX dans quelques minutes. Donc un peu de prudence dans ce marché, on va faire un tour et un panorama, on va essayer de dézoomer un peu sur les indices, voir quels sont l'état des forces en présence, là où on se trouve, enfin l'état des forces on l'a fait. Au niveau intérêt, pas de pression baissière. On rappelle que cette année aura été le terrain de grosses pertes pour les vendeurs à découvert, notamment aux États-Unis, avec, on l'estime maintenant, à plus de 120 milliards de dollars de pertes pour les vendeurs, au global, donc 80 milliards au cours des 3 derniers mois. Donc un vrai contre-pied. Maintenant, on va avoir une série de publications d'entreprises qui clôturera l'année 2023 dans quelques semaines. Et probablement, ces résultats ne vont pas être excellents. Et on va voir comment le marché réagit par rapport à ça. Mais il y a un peu de ralentissement de ce côté-là. Et donc un peu de prudence, alors que les opérateurs ont déjà payé pas mal de choses. Voilà pour les éléments de contexte que je voulais vous donner pour aujourd'hui. On va tout de suite passer au graphique. Vous avez ici le graphique du S&P en mensuel. Alors il y a pas mal de niveaux toujours, j'essaye d'en supprimer, mais j'ai tout retracé hier. Donc tous les niveaux que vous voyez ici sont des majeurs, et donc ceux qui veulent bien les ajuster ou faire leur graphique en fonction de ça, vous avez des niveaux importants. Ceux que j'ai mis en noir sont des trimestriels. Là j'ai dézoomé beaucoup. Je voulais vous dézoomer une fois importante pour le S&P pour vous montrer en annuel ce que donne le S&P au cours des 3 dernières années. Assez intéressant de voir cette symétrie avec un très bon rebond 2021, une mauvaise année 2022, et puis on a gommé l'année 2022 en 2023 manifestement, où on est en passe de le faire. Donc voilà ces niveaux de résistance majeurs. Si on se met en trimestriel, c'est ça qui m'a permis de tracer des majeurs significatives. 3584 évidemment niveau d'alerte clé, mais avant ça 4104, le niveau pivot 4450, et puis le niveau actuel qu'on tente de déborder 4778, on clôture hier soir à 4783. Donc ça c'est pour le terrain de jeu, mais ce mouvement de baisse et puis suivi d'un rebond, évidemment on ne peut pas ignorer le double sommet possible, et donc le retracement, pourquoi pas. Maintenant, on n'a pas les configurations pour ça, les volumes ont été plutôt intéressants et ont accompagné, il y a des configurations graphiques qui sont globalement bonnes, et puis si on zoome en hebdomadaire, alors effectivement j'ai beaucoup de niveaux ici, peut-être j'aurais dû en enlever pour cette vidéo parce qu'elles ne vont pas servir tout de suite, je vais en enlever quelques-uns pour rendre les choses plus claires sur cette vidéo. Pardon, je refais une petite configuration rapide. Il y a des niveaux qui m'ont échappé, mais voilà, des niveaux clés pour aujourd'hui. Voilà, qui a un peu moins de points à l'écran. Mais voilà les grands niveaux que vous retrouvez ici, donc en noir, hein, les trimestriels. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Sur l'indice, on a fait une figure de retournement haussière. On est allé chercher quasiment les cibles de cette structure de retournement
en épaule, tête-épaule inversée. Je sais, elle est assez tordue, mais comme on l'a expliqué plusieurs fois au long de l'année, tout au long de l'année, eh bien, ces figures, elles ont quand même bien fonctionné. L'algorithme et les trading algorithmiques ont tendance clairement à fausser ces structures à court terme. Alors, on a donc cette figure avec accélération haussière et on est quasiment allé atteindre les cibles qui se situent plutôt ici pour cette structure de retournement haussière. Donc, on a encore un peu de potentiel à court terme de hausse. 4874 sur le S&P, pourquoi pas. Si on prolonge ce mouvement, on peut même aller un peu plus haut. Si on va vraiment au moment de la sortie de la figure de retournement. Bon, je perds un peu de temps là-dessus. Voilà. Voilà. La cible idéale donc, de cette figure, c'est 4909. 4909, pardon, j'aurais pu tracer ça avant, je l'avais oublié. Mais en fait, ce qui compte surtout, c'est ce gros retournement et ce passage du niveau de 4270, retour et appui sur le bas du canal. Hein. Je rappelle, quand on dézoome, qu'on est allé s'appuyer sur le bas du canal haussier au sein duquel le S&P évolue depuis mars 2020, avec touché la borne basse, borne haute, borne basse à nouveau rebond, échec à aller chercher la borne haute, mais on a préservé encore une fois la borne basse du canal, et cette fois-ci on construit quelque chose de solide. Et donc le fait de cet rebond et de débordement de cette zone maintenant, 4588, est crucial. Donc ce qu'on va observer pour les jours ou pour les semaines à venir, c'est si on va chercher notre cible ou pas. Vous allez voir qu'à court terme, je doute un petit peu, mais le marché se montre très solide, même si on a quelques signaux de faiblesse à court terme, à très court terme, avec des niveaux et des extensions possibles à 4968. Je me suis même amusé à tracer d'autres extensions, 5106 pour la suite. Je pense qu'on n'y est pas encore. Alors notre alerte de court terme, on l'a fixé à 4743. Sous ce niveau-là, je l'ai remonté vraiment parce qu'on risque d'accélérer un peu à la baisse et d'aller chercher, pourquoi pas, 4588. Quand on dézoome, on voit bien 4588, c'est vraiment le niveau clé. Hein. C'est le niveau sous lequel eh bien, on a accéléré et on a accéléré à la baisse et formé des pullbacks 2 fois avant de se retourner en 2022. Donc se réinstaller au-dessus, c'est important, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Il faut préserver ce niveau, donc c'est notre alerte de moyen terme, 4540, 4588, il ne faudrait pas repasser en dessous. Notre alerte de long terme, je l'ai remonté à 4364 sur le S&P. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de changement de tendance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on préserve toujours, c'est la borne basse de ce canal haussier. Maintenant, encore une fois, les tendances haussières ont vocation à se prolonger, et le signal donné par la hausse actuelle et le fait de s'approcher de ces tops, même si on doit prendre un peu d'élan encore, est plutôt un signal positif pour les semaines ou pour les mois qui viennent. La vocation de la tendance, encore une fois, c'est de se prolonger, et moi j'y vois encore du potentiel pour les semaines ou mois qui viennent, même si à court terme, je suis un peu plus mitigé. Si on zoome en journalier, et c'est là où on va avoir des éléments de plus court terme, le S&P avait donc débordé cette ligne de tendance baissière qu'on voit bien, qui avait été active donc depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, pour prolonger son accélération. On avait formé un nouveau gap important, hein, qui pourrait quand même être un niveau de consolidation, mais en tout cas pour l'instant il évolue sur S&P au sein d'un canal haussier. Alors je vous ai mis pas mal de niveaux avec des majeurs et des mineurs que j'ai essayé de bien distinguer, donc ceux qui veulent les récupérer, vous les avez bien ici. Encore une fois, j'ai tout réajusté, tout retracé. Donc 4793 au-dessus, on a quasiment buté dessus hier soir. 4804, 4818 sont les prochaines extensions majeures avant d'aller chercher donc 4968 et puis des extensions intermédiaires. Simplement, on évolue au sein de ce canal haussier, c'est plutôt un signe d'harmonie. On a buté borne haute, on est revenu borne basse, on l'a préservé. Pour l'instant, on a du mal. Donc si on casse 4778, première alerte, et comme je vous l'indiquais, l'alerte de court terme, elle est positionnée à 4743, car rapidement on pourra aller chercher 4698, et puis il n'y a pas grand chose avant, la zone 4588, 4632, et puis en dessous 540, et ce fameux gap du 14 novembre dernier, qui serait vraiment le niveau de retracement idéal à aller combler pour aller solidifier un peu cette tendance qui est quand même un parcours haussier assez tonitruant et sans aucun retracement. On compte sur le
vraiment le nombre de séances de baisse a été extrêmement faible et de consolidation a été extrêmement faible. Et donc, quand le marché est comme ça, un peu one way, qui ne s'arrête pas, le risque de consolidation et de période de consolidation un peu plus marquée ou latéralisation est assez fort. Donc, encore une fois, pas de pression baissière à attendre pour l'instant, en tout cas. Les vendeurs se sont fait coincer, donc des grosses stratégies baissières sur ces niveaux-là, ce serait étonnant, mais plus un mouvement de consolidation. Et attention, quand l'élastique est tendu comme ça, au trou d'air possible sur les indices, c'est vraiment à prendre en compte. Alors, un élément que je voulais vous montrer, on y viendra ensuite, c'est sur les indicateurs. Mais là, je vais vous montrer le Nasdaq en journalier. Nasdaq 100, même configuration quand on dézoome. Donc en mensuel, Nasdaq 100, lui, il a débordé ses tops, encore une fois, débordé les tops. Pour l'instant, on va consolider, mais ces niveaux majeurs, 16 289, 16 360, sont des niveaux clés. On est encore une fois en mensuel. Ça sont des éléments qui indiquent la vocation à se prolonger, alors qu'il y ait du retracement un peu avant, et d'ici là, et qu'on ait consolidé, encore une fois, ce très très gros parcours haussier, depuis octobre 2022, le Nasdaq 100 a pris plus de 60% maintenant. Je vais réajuster mes chiffres avec vous. De mémoire, c'est aux alentours de 61%. Sur les plus hauts, 62% et demi. Donc, le fait de déborder les tops historiques, c'est un signe de force et de probable prolongation de ce mouvement-là. Si on regarde en hebdomadaire, voilà, bon, j'ai même pas encore tracé les extensions au-dessus, c'est-à-dire que j'ai un petit biais, mais effectivement, cette figure en biseau laisse à penser que, voilà, qui a été partiellement rompue hier, soit laisse à penser qu'on peut avoir des extensions. Bah tiens, j'avais tracé l'extension théorique. Je vois qu'il y a une flèche qui traîne, et bien, elle donnait bien l'extension théorique. Ce sera bien un niveau de résistance, et pour l'instant, voilà, 16 966, marché hyper technique, on est vraiment allé chercher la duplication du range d'avant. Je l'avais indiqué ici, et si on retrace, on retrouve nos niveaux à chaque fois. Donc 16 966, vous voyez que le marché est hyper technique, mais hier soir, petit échec dans des volumes un tout petit peu supérieurs au volume des jours précédents haussiers. Donc cette bougie, encore une fois, avec cette structure en biseau. Alors le biseau, il prend son pied ici, le pied du biseau est ici, c'est le début de la structure, donc c'est la cible légitime du mouvement. Alors moi je l'ai étendu un petit peu, peut-être un peu trop, oui, parce que j'ai déplacé la flèche, pardon, un peu trop, mais la cible du biseau, donc c'est dans cette zone 15 760, 15 844, la cible idéale, je l'avais fixée à 15 788. Attention à des mouvements de consolidation qui pourraient être un peu brutaux, compte tenu, encore une fois, des excès à court terme. On a beaucoup tiré sur les indicateurs, et puis avec des gaps non comblés, ou pas entièrement en tout cas, qui restent un peu dangereux, notamment celui-ci, qui est important. Alors il y en a d'autres plus bas, on ne les comblera pas tous. Je rappelle que pour les gaps, tous les gaps ne sont pas comblés sur les indices, ça n'est pas vrai. En revanche, ils le sont souvent, et une grande partie, mais pas tous. Donc, et puis les gaps peuvent rester non comblés pendant des mois, voire des années. Donc attention à cette fausse croyance. Il y a un seul actif sur lequel tous les gaps sont comblés, c'est le VIX. Et là, c'est le cas, il n'en reste plus. Il y en a eu ouvert récemment, ils ont été comblés aussi. Donc, et ça, c'est en général assez rapide. Mais sur les indices, ça peut mettre des mois, des années même. Et en plus, tous ne sont pas comblés. Il en reste certains qui sont ouverts. Voilà pour ce détail technique. Donc voilà. Alors on peut toujours envisager une continuation une prolongation. Encore une fois, des contre-pieds haussiers, des extensions. C'est vrai que je ne les ai pas vraiment tracés encore sur le Nasdaq, mais on a 17 156 au-dessus. C'est ce qui nous a amené à reculer, à décaler notre stratégie de couverture sur les options. On recule jamais les stops, mais là sur le Nasdaq, voyant qu'on était proche et autour d'un niveau clé, on a reculé, pour ceux qui nous suivent, nos abonnés, notre niveau de couverture, parce que c'est une protection dans un portefeuille, on est pas mal investi. Ça n'est pas une stratégie pour gagner de l'argent, c'est une stratégie pour couvrir le reste des positions. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette exception de décaler la stratégie avec un indice qui arrive en fin d'année en roue libre, avec des volumes qui sont plus faibles et donc des risques de retracement un peu plus importants. Donc
pour le Nasdaq, voilà, les extensions, pourquoi pas. On peut toujours sortir par le haut d'un biseau, mais ça c'est un biseau d'épuisement. En général, ça fonctionne assez bien, mieux que les autres, surtout quand il est bien, en journée, bien respecté. Et puis avec cette possible sortie, donc hier soir, donc retracement. Notre alerte de court terme, c'est 16 764. On peut retracer sans problème jusqu'à cette zone 15 760, 15 844 sans danger. Pareil, ici j'ai laissé pas mal de niveaux. Alors comme ils nous servent pour le trading, j'en laisse pas mal. En tout cas, ce que vous avez ici, normalement, doit être bon. 16 764. En très court, on a 16 812 que je vous remets ici. Et donc cette zone 966, puis pourquoi pas 17 156 au-dessus. On va aller voir maintenant la volatilité. Elle a bien rebondi au-delà de 12,10. Il y a une petite accélération, mais pour l'instant, pas plus que ça. Et depuis aujourd'hui, elle se remonte un petit peu. Le marché est vraiment en roue libre en cette fin d'année. Voilà, en tout cas, on préserve ce niveau. Le risque, c'est toujours d'aller dans cette zone de complaisance. Je rappelle qu'on est en zone de complaisance avec des niveaux à 12,64. Donc, on n'est pas resté en zone d'euphorie. Donc, on n'a pas les conditions extrêmes de stress, etc. Mais que la volatilité se retende un peu est assez possible. Si on repasse sous 12,10, en revanche, le marché pourrait continuer à progresser, aller s'installer en zone d'euphorie. On l'a déjà connu par le passé largement, mais pas depuis longtemps. Hein. Si on dézoome, je vais mettre en hebdomadaire. En zone d'euphorie, on y était en 2018 et on n'a pas stagné sous ces niveaux-là depuis 2018. Hein. Donc, on approche de niveaux de complaisance qui datent maintenant d'il y a 4 ans. Et qu'on n'a pas testé depuis 4 ans, donc c'est toujours à prendre en compte, même si, encore une fois, on n'attend pas de mouvement baissier fort, 5-6% de consolidation après 61% de hausse, 62,5% de hausse, ça n'est pas du tout une alerte majeure, simplement un mouvement de retracement qui serait sain et légitime, bien entendu. Alors, je voulais vous montrer ces excès. J'ai le graphique du DAX ici, qui est plein de traits, c'est pas tellement, on avait ce triangle inversé qui était intéressant en début d'année, moi je le voyais comme un risque, effectivement c'est souvent le cas, un triangle inversé ça se termine par une accélération baissière, on l'a réintégré, on bute sur sa borne haute à nouveau, elle est toujours valable, l'alerte de court terme on peut la remonter significativement, hein, on va la placer ici, l'alerte de moyen terme elle se situerait plutôt maintenant aux alentours de 15 875, mais c'est pas tant ça que je voulais vous montrer. Il y a en analyse graphique un indicateur qui permet de repérer la tendance. Alors c'est le DMI, pardon, il est où? Le mouvement directionnel, et où on va mettre que la DX, pardon. La DX, voilà. Non, c'est pas le bon. Autant pour moi. Si, non plus, excusez-moi, alors pourquoi je ne trouve pas? Mouvement directionnel. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant pour voir l'excès de court terme et considérer que ce n'est pas un excès à long terme. Voilà. Pardon pour la mise à jour. Alors là, on est sur l'indice DAX 40 en journalier et on voit cet ADX. L'ADX, je rappelle que c'est le seul indicateur qui indique si les marchés ou les indices sont en tendance ou non. Quand il monte, c'est qu'il y a une tendance. Alors il peut monter dans une tendance baissière. Ça a été le cas ici, par exemple, hein, quand le DAX a baissé, l'ADX est monté. Or, on donne les ratios suivants. Quand l'ADX est sous 15, il n'y a pas de tendance. Même s'il monte, ça n'est pas un signe de tendance. Quand l'indice passe entre 15 et 25, ou 15 et 30, on va arrondir pour simplifier, on commence à avoir une tendance, quelque chose qui se met en place. Là, vous voyez, l'ADX a évolué dans le courant de l'année 2023, entre 15 et 30, dans ces niveaux-là. Et quand il dépasse 30, la tendance est forte, et on peut se prolonger comme ça. Quand l'ADX dépasse 45, on commence à parler de vigilance. Quand il dépasse 60, on parle d'excès. 60, pour vous montrer un point de repère, c'est ici. Voilà. Et si vous regardez l'ADX sur le DAX en journalier, eh bien, je suis remonté avec toutes les données possibles ici jusqu'en 94. L'ADX n'était pas monté au niveau qu'on a connu actuellement. Alors ça fait beaucoup de données
Vous me croirez sur parole, à l'écran ça ne doit pas être très lisible, mais on avait connu un pic en 2001, voilà, en septembre 2001, qui avait été à des niveaux de 76 autour, un peu moins, 75-76, et qui n'était pas monté à ces niveaux-là. On n'a jamais connu, et donc je suis remonté au plus loin historique, il n'y a jamais eu de niveau d'ADX sur le DAX en journalier à ces niveaux-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé un excès à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes configurations. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comprenez bien mes mots. Ça veut dire qu'à court terme, en journalier, on a vraiment été tiré très fort sur l'indice, sans retracement, et que la tendance a été très forte. Mais vous voyez que cet ADX maintenant se replie. Vous l'avez bien ici à l'écran, je vais rezoomer pour que ce soit bien clair. Il se replie, et depuis qu'il a touché près de 80, on a été à 79,5, eh bien il rebaisse. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de tendance, ça se voit bien d'ailleurs sur l'indice, mais ces niveaux d'excès, ils nécessitent d'être gommés et de revenir à des niveaux plus raisonnables. Alors ce n'est pas un signal de baisse en soi, encore une fois, mais c'est dire que ce sont des niveaux qu'on n'a jamais connus, qu'on va devoir digérer, et toucher des niveaux d'excès comme ça. Encore une fois, moi je n'avais pas vu sur les indices, quand j'ai vu 80 sur le DAX, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Ça peut arriver sur des valeurs qui tirent très fort, mais pour vous rappeler les points de repère, entre 15 et 30, 15-25, entre 15 et 25, c'est un début de tendance qui se met en place, c'est très bon, ça veut dire que s'il monte, c'est que soit c'est une tendance baissière qui se met en place, soit c'est une tendance haussière. Quand on dépasse 35, on est en tendance à affirmer, c'est presque tard parfois pour rentrer, encore que là, ça n'a pas été le cas. Au-delà de 45 et jusqu'à 60, on se dit qu'il faut être prudent, que c'est trop tard pour rentrer avec certitude, et qu'on peut envisager de prendre du bénéfice. Donc vous voyez dans quelle configuration on peut se retrouver, et donc aller chercher 80 sur un indice comme ça en journée, ça n'existait pas. Mais ça veut dire juste que cet excès doit être gommé. Si je reprends le DAX et que je me mets en hebdomadaire, eh bien on est bien en dessous de niveaux qu'on a atteints par le passé en 2023, en 2022, etc. Donc en hebdomadaire, on n'a rien d'exceptionnel à 36. On a encore de la place pour prolonger, c'est juste à court terme que c'est excessif. C'est plus le DMI que je voulais vous montrer, en plus du reste, voilà, qui a regardé plus que les prix sur le DAX. Mais voilà, des niveaux d'excès qu'on n'avait pas connus ou qu'on n'avait pas vus auparavant. Donc, je veux être bien clair là-dessus, c'est juste pour montrer de l'excès à court terme et plus cet indicateur. Vous savez, je regarde peu les indicateurs. Pour moi, ce sont des éléments qui viennent confirmer les éléments en place, c'est-à-dire excès, divergence ou autres, et puis des excès compressants sur les indices et de voir comment ils sont mesurés, mais c'est quelque chose que je regarde après, c'est pour ça que je vous en montre rarement, mais là c'était pour illustrer cet excès sur le DAX, vous l'avez compris maintenant. Voilà, on va pouvoir repasser à nos indices traditionnels qu'on regarde habituellement ensemble. On a l'Eurostoxx en hebdomadaire. Alors là, un graphique très propre aussi, j'ai réajusté pour vous les niveaux, en noir les trimestriels. Je vais dézoomer un peu, on va aller regarder l'historique du DAX. Voilà où nous nous trouvons maintenant. Le DAX, l'Eurostoxx, pardon, il a été bien plus haut par le passé. On teste et on flirte avec des niveaux, on a même débordé ponctuellement des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2007 sur l'Eurostoxx, donc c'est important. Là, on consolide un peu depuis quelques jours. C'est légitime, compte tenu encore une fois des niveaux atteints, mais c'est un mouvement fort, un mouvement haussier. Donc voilà les niveaux techniques. 2975 en bas, 4180. Pas pour tout de suite de 1975, mais 4180, c'est notre niveau d'alerte à ne pas rompre. On va zoomer dessus, on viendra plus en détail. 4411, 4505, c'est vraiment le niveau au-delà duquel il faudra s'installer pour aller chercher des extensions. 4812, 4915, pourquoi pas 5250, les tops des années 2000 sur l'Eurostoxx, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Maintenant, on va zoomer en hebdomadaire. Voilà, l'Eurostoxx, il évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière. Alors je vais vous le montrer en mensuel, vous pourrez le retracer, il sera plus propre. En mensuel, ici, l'Eurostoxx en mensuel. Et là, on a bien une ligne de tendance haussière qui s'est mise en place avec l'ouverture de la bougie d'octobre 2022, le plus bas d'octobre 2023, le plus bas de novembre 2023. On a bien une ligne de tendance haussière qui s'est mise en place en mensuel sur l'Eurostoxx. C'est donc notre niveau d'invalidation et de retournement, donc sous la zone 3974, 4062, c'est notre alerte de long terme. Aucune raison qu'on aille se retourner en dessous de ces niveaux-là. Maintenant, en hebdomadaire, l'Eurostoxx, je vais peut-être même passer tout de suite alors en hebdomadaire, on est sorti d'un range pour aller dans un autre. 4411 en bas,
ça donne 4644 en haut. J'ai réajusté les niveaux, hein, pour ceux qui suivent toutes les semaines. J'ai bien réajusté tous les niveaux par rapport à l'historique et j'ai pris du temps. C'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo. Pardon, je suis toujours à l'écran, je vous gêne pour voir les graphiques. C'est pour ça que j'ai réajusté tous ces niveaux. Oui, que j'ai pas fait la vidéo hier, c'était parce que ça a pris du temps que je réajuste tous ces points-là pour qu'ils soient justes pour l'année à venir et pour des visions plus ou moins long terme. Donc on voit cette consolidation qui se met en place. C'est pas une figure de retournement, c'est une figure de consolidation. Ça peut déboucher sur un petit mouvement baissier, encore une fois. Tant qu'on est au-delà de 4411, pas d'alerte, et c'est pas très gênant. C'est du court terme. Alors en journalier, j'ai placé, je crois, j'espère, la gradation. Voilà, alerte intraday. Donc on est dans un petit trading range. 4411 en bas, 4644 en haut. Si on redéborde 4543, on réactive la dynamique haussière. Ça n'est pas impossible, hein, le marché se montre fort et s'il ne veut pas consolider, pourquoi pas, d'autant plus qu'on n'a pas de figure de retournement, mais des petites divergences et puis cette stagnation. Et puis on est repassé donc sous 4521,50 qui est un niveau important pour l'Eurostoxx. Maintenant, l'alerte intraday sur l'Eurostoxx, elle n'est pas rompue encore. Pour moi, je l'ai fixée à 4505. C'est sous ce niveau-là, on risque d'accélérer et d'aller chercher les supports intermédiaires. Alors, on a une zone de support ici. J'ai allégé un peu le graphique cette fois-ci. Donc, on a une zone de support qui va se trouver par là. Premier niveau. Aux alentours de 4472, 4480, et puis 4473. 4458 est un support intermédiaire important, et puis ensuite c'est le bas du range, 4411, c'est notre alerte de court terme. Donc l'Eurostoxx peut tout à fait retracer un peu, ça donne des niveaux de retracement qui sont extrêmement modestes, hein, pour l'instant, ça fait de l'ordre de 2%. On peut même aller un peu plus bas et aller consolider à 4-5% de consolidation, et aller chercher l'alerte de moyen terme qui cette fois-ci est situé à 4320, cette zone 4271, 4320, serait bien de la préserver. C'est en dessous que j'ai fixé l'alerte de long terme, dans cette zone-là, hein, donc située entre la ligne de tendance haussière que je viens de vous montrer et puis 4180. Donc il faut préserver absolument ce niveau-là, ça ce serait pas bon d'aller rompre ces niveaux-là, mais qu'en revanche une consolidation se mette en place un peu marquée, pourquoi pas, après tout ça, ou alors sinon de latéraliser entre 4411 et 4570. Je vois pas pour l'instant, franchement, les drivers pour les déborder ces niveaux-là, mais sait-on jamais, le marché, toutes les situations sont à envisager. Je vais vous montrer aussi le futur CAC 40 qui est très propre graphiquement. Cette fois-ci, on s'est positionné en 14 heures. Là, on a deux figures qui se mettent en place. On a bien rompu le canal haussier qui était sur le futur CAC 40 actif depuis le mois d'octobre dernier. Très bien, très propre, très bien travaillé, bas, haut, une fois bas. On a mis du temps, mais on a accumulé en partie haute, on a tenté de le déborder, et puis on n'est pas parvenu, et là, hier, on est franchement sorti. Donc jeudi 28 décembre, franchement sorti par le bas, avec des mouvements un tout petit peu supérieurs, mais rien d'énorme. Donc on a rompu un premier niveau technique, je vais zoomer maintenant, parce que, encore une fois, je laisse toujours pas mal de niveaux. Pour le trading intraday, c'est bien pratique, mais ça en fait beaucoup quand on les regarde comme ça. Donc on est situé sur le CAC 40 futur. Je peux zoomer encore, pardon. Voilà, ça va être plus lisible. On est situé sur l'indice CAC 40 futur dans un grand trading range qui est « 7198 en bas, 7589 en haut ». On s'est articulé beaucoup autour de la borne haute à 7589. On n'a pas réussi à s'en extraire ni à s'en éloigner. Ça, c'est un élément intéressant et important. Pour qu'un support devienne solide, il faut qu'on s'installe au-dessus. Souvent, je vous l'indique sur 2 ou 3 clôtures, mais en plus, il faut qu'on s'en éloigne. Et là, on n'est pas parvenu à s'en éloigner. Et ça, c'est à mettre au compte de signes de faiblesse. Ça veut dire qu'on n'a pas de force pour aller s'installer franchement au-dessus et trouver du relais. Donc c'était effectivement un signe de danger et ça s'est matérialisé ensuite. Donc pour l'instant, on est repassé sous 7189, pas d'accélération marquée, mais une première rupture hier, je supprime l'ellipse. Pour l'instant, on est repassé au-dessus. On est repassé donc sous notre alerte intraday 7565. On tente de se réinstaller au-dessus, mais on voit qu'il n'y a pas de relais. Il y a un petit intermédiaire qui est situé ici autour de 7580 et il faudra repasser 7589 pour invalider cette alerte, mais on voit qu'on est sorti du canal aussi. Par ailleurs, bien la figure d'hier et la baisse d'hier a permis de mettre en relief une structure de retournement baissière en tasse et anse inversée.
Si on rompt 7541, elle va être validée. Et dans ce cas-là, la cible légitime, c'est d'aller chercher 7399, qui est la cible idéale du mouvement de retracement. Encore une fois, c'est la médiane du trading range, c'est pour ça que je l'ai mise en pointillé. C'est la médiane du trading range, je vais dézoomer encore une fois, qui est située ici. Donc 7198 en bas. « 7198 en bas, 7589 en haut. La médiane du range, c'est vraiment l'idéal et c'est notre alerte de court terme. Donc pour l'instant, on flirte avec l'alerte intraday, alerte de court terme. L'alerte de moyen terme, elle serait sous 7198. On a encore une fois pas mal de place pour retracer. On n'attend pas de mouvement de baisse méchant dans ce contexte-là. Voilà ce que je voulais vous montrer du côté des indices. Je suis resté encore à l'écran, pardon, je m'aperçois que je ne vous montre pas les niveaux. Je voulais vous montrer différents indices. Parmi les éléments qui ont attiré notre attention et qui permettent de reprendre des positions. La Chine se reprend depuis quelques jours et on a plusieurs paniers de valeurs qui peuvent être intéressants à surveiller. Alors bon, là, ça date évidemment... Mais des petites réactions, alors que depuis le mois de septembre, la Chine réinjecte énormément de liquidités pour soutenir, eh bien, on a des doubles appuis comme ça qui sont en train de se mettre en place, des hausses légères qui se mettent avec du volume. Ça, c'est un panier de valeurs qui s'appelle le CNAA, donc valeur vraiment valeur interne en Chine. C'est peut-être pas le plus beau signal qu'on ait. C'est vraiment des sociétés... la consommation interne. Mais on a bien sur ce panier de valeurs qui est le PAEJ, donc Asie-Pacifique hors Japon, eh bien, on avait une ligne de tendance baissière qui a été débordée dans le courant de cette semaine, avec des volumes en plus, pas mal de choses qui ont été ramassées. Si on zoome en journalier, on va le voir. Il y a peut-être une petite structure de retournement qui se met en place. Il y a eu un gros gap ouvert hier, donc jeudi, et au débordement de cette ligne-là. Donc il se passe des choses du côté de l'Asie. Encore une fois, injection de liquidité, reprise économique, même si on l'attend depuis quelques temps, elle est peut-être en train de se mettre en place, et encore une fois, peut-être doucement, et donc des signaux à regarder de ce côté-là. Je voulais vous montrer un autre panier de valeurs sur l'Asie, qui est le PASI. On va se mettre en hebdomadaire aussi. Voilà, on a pareil un niveau de support majeur et peut-être un avalement baissier hebdomadaire, c'est toujours à surveiller en bas de marché. Je vous parle de micro-signes, pas de figure de retournement haussière, mais des choses à regarder. C'est ce qui nous a permis de mettre un doigt, de prendre un pari un peu pour la suite, même si on est plus prudent sur le marché actuellement, du côté de l'Asie, sans vouloir prendre des risques démesurés. Il y a un autre actif qui nous intéresse, ce sont les ressources de base. Vous savez que les métaux industriels et précieux sont importants dans la transition énergétique, et justement l'ETF qui est donc dont le code est BRES, donc un ETF ressources de base avec du Rio Tinto, Glencore, etc., des valeurs minières, et on avait vu ensemble ArcelorMittal qui était bien reparti, eh bien donne des signaux intéressants, et on est en train de déborder après une congestion, la zone 78,44 et 87,50, et de se réinstaller au-dessus. On va être un peu plus prudent, et si on zoome en journalier, nous on va essayer de re-rentrer dessus, ici. Voilà, on serait en train de sortir d'un petit biseau de court terme avec un pied qui peut se situer à 89,54 ou 87,50, mais dans cette zone-là, on essaie de trouver des points d'entrée. Ce serait un niveau de pullback intéressant pour rentrer dessus avec des cibles dessus à 94,40 et pourquoi pas plus haut par la suite. Il y a eu des tops, mais ça fait partie des actifs qui nous intéressent. Tout ça, ça a été accompagné aussi de volume et d'intérêt, donc on va essayer de rentrer dessus et de reprendre un peu des positions sur ces actifs-là. Évidemment, je voulais aussi vous montrer les small et mid caps sous forme d'un panier de valeurs. Alors, il y en a qui étaient intéressants, ils ne sont pas forcément négociables chez Bourse Direct et pas absolument accessibles, mais là, on a un ETF qui s'appelle Itamid, donc qui est un ETF
en hebdomadaire de moyenne capitalisation italienne. Et c'est intéressant de remarquer que bien, cet ETF a débordé un niveau de résistance qu'il n'était pas parvenu à déborder depuis février 2022, qui s'installe au-dessus. Et donc, si on duplique le range par le haut, ça donne un potentiel aussi assez intéressant. C'est plus pour vous montrer, illustrer cette idée que du côté des small et mid caps, il s'est passé quelque chose et qu'on passe des niveaux qu'on n'avait encore une fois pas débordé depuis février 2022. Depuis bientôt 2 ans. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place, et encore une fois avec des volumes qui sont cette fois-ci très significatifs, plus encore que sur les small et mid caps européennes globalement. Celui que je voulais vous montrer et celui qu'on peut travailler facilement, c'est lui, c'est le Lyxor ETF Small Caps, graphique hebdomadaire, et celui-là il est intéressant, ça c'est accessible facilement depuis votre compte. Le code c'est MMS. Alors, encore une fois, hein, chacun de gérer ses risques et sa position. C'est pas une recommandation, c'est un constat. Le money management est propre à chacun, et en dehors des abonnés pour lesquels on proposera des recommandations, pour le reste on vous laisse libre dans l'allocation de vos actifs, mais c'était pour vous soumettre vous montrer ce qui se passe et qui est quelque chose qui se met en place, d'autant plus qu'il y a des flux de capitaux qui sont rentrés cette fois-ci un peu sur les small et mid caps en Europe. Donc en tout cas, lui évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis au moins pareil 2 ans, et on avait buté sur cette ligne de tendance, on l'avait évoqué ensemble pour plusieurs fois dans nos vidéos, et donc voilà, on est en train de passer cette fois-ci, et on s'installe assez nettement au-dessus de cette oblique, donc du potentiel de hausse pour aller cibler 351,40, 369,60. Ça peut être un actif de diversification intéressant, et donc quelque chose de fort qui se met en place pour les semaines ou pour les mois qui viennent. Bien sûr, je vous parlais des métaux, et je ne vous ai pas montré, ah oui, non, je voulais vous montrer un autre ETF intéressant, c'est le ETF énergie. On n'a pas eu de succès dessus, on était rentré dessus un peu tôt manifestement, mais il y a quelque chose qui se met en place, on arrive sur un niveau de support majeur sur cet ETF autour de 24,50, il y a une réaction, il y a des volumes, ça ramasse un peu, et on rappelle que dans un contexte de possible baisse des taux, tout ce qui est lié à la baisse des taux, toutes les valeurs qui ont subi ces baisses de taux, que ce soit des petites capitalisations, des valeurs liées à l'énergie, des valeurs qui sont liées à l'immobilier, eh bien, ont l'air d'en profiter, et on l'a fait pas mal ensemble d'ailleurs, avec des ETF sur l'immobilier. Je vais vous remontrer celui qui fait partie de nos allocations, qui s'approche de cible, donc on va être peut-être un peu plus prudent à l'approche de ces niveaux techniques, mais peut-être un peu de prise de bénéfices, alors que voilà, on arrive, on est sur cet extrait du trading range 25, 26, 26, 12, donc un mouvement puissant, hein, au moment où, au mois d'octobre, les opérateurs ont compris que le pivot de la Fed se mettait en place. Je peux supprimer cette édite maintenant, le niveau est bien débordé, hein, cette oblique baissière, on a fait un throwback sur cette ligne, sur cette oblique, et on a bien continué à accélérer. La cible idéale, elle se situe vers 32,46, on n'en est pas très loin. Est-ce que ça va consolider un peu avant de repartir? Pour l'instant, on conserve cette position. Maintenant, il va falloir construire peut-être une autre figure, quelque chose par la suite, mais pour l'instant, on conserve et on reste haussier sur cet actif-là. Je voulais vous montrer aussi parmi ces actifs, oui, bien sûr, l'or et l'argent, qui toujours montre des signaux intéressants. Un petit trou d'air sur l'or après sa grosse accélération du mois de la fin du mois de novembre. Grosse accélération, contre-pied, mais comme on l'avait évoqué aussi, ce niveau de 1977 était un point d'entrée, on a vraiment été le chercher parfaitement, un tout petit peu en dessous, et depuis ça a rebondi, donc on bute sur 2070, qui est une résistance majeure. Si je dézoome, encore une fois, du potentiel à venir pour l'or, qui n'a pas bougé depuis 2020, mai 2020, et qui est resté bloqué entre 1688 et 2070, et donc qui, au débordement de ce niveau-là, du potentiel pour aller dupliquer, déborder au débordement de 2070, pour aller chercher des extensions situées, pourquoi pas à 2449, l'once d'or. Ça fait partie des éléments intéressants. Encore une fois, en septembre-octobre dernier, nous n'étions pas allés chercher la borne basse du range, on avait rebondi à 1814, et donc pour l'instant, prise d'élan, mais ça semble bien parti pour prolonger ce mouvement. Sous 1977, première alerte, sous 1908, on considérera que l'impulsion haussière est remise en cause et qu'on risque de repartir vers le bas du range, mais pour l'instant, c'est plutôt haussier. 1977 est bien préservé en clôture, donc un élément intéressant. Si on va regarder l'argent, vous savez que c'est un actif qui nous intéresse aussi, on a cette grosse figure de retournement que moi je vois comme une épaule, tête
épaule inversée, et celle-ci, alors je suis en mensuel, on va dézoomer en hebdo. Voilà, on essaye de s'extraire et de créer de dérouler cette figure-là. On bute sur cette oblique baissière, donc la zone 25, 32, 26, 09. Si on arrive à déborder ce niveau-là, bien le potentiel donné par la taille de la figure, c'est 34, 78. Encore une fois, c'est un métal qui est indispensable dans la transition énergétique. Ça n'est pas moi uniquement qui le dis, je vous laisse vous reporter aux nombreuses interventions de Benjamin Louvet sur le sujet. Eh bien, on utiliserait actuellement 4 à 5 fois moins d'argent que ce qui est nécessaire pour cette transition énergétique, donc il y a probablement du potentiel de ce côté-là et des choses à faire. Voilà pour les éléments que je voulais vous montrer pour cette fin d'année, des éléments de réflexion. Bien sûr, on sera toujours là pour regarder les stratégies. Il y a beaucoup de petites et moyennes capitalisations qui bougent. J'en cite quelques-unes en vrac, mais il y avait AgriPower, Ecomiam, Claranova. Alors, on a fait pas mal d'allers-retours dessus. Il y a des choses sur Guillemot, il y a des choses sur énormément de petites et moyennes capitalisations. Là, j'en parle encore une fois un petit peu en vrac. Il y a des choses à faire, soyez prudents quand même, parce qu'il y a un mouvement brutal qui s'est mis en place, il y a des rattrapages de 50, 70, 80, 100% sur des titres. Il n'y a pas encore sur toutes des figures de retournement haussière, et sur certaines déjà des cibles atteintes. Donc attention à ce que ces valeurs-là soient étayées. Sur des grosses capitalisations, on a plus de chances de retrouver ces cours un jour. Sur des petites capitalisations, elles peuvent être plus victimes de leurs besoins en trésorerie, de leur modèle, et donc de bien appliquer les règles de money management, d'être prudent sur ces valeurs-là. C'est ce que nous on essaiera de faire, et je pense que ça fait partie des pistes très intéressantes à surveiller pour les semaines ou les mois qui viennent, encore une fois. C'est pour ça que je ne fais pas de projection sur les indices, ce qu'on aurait pu essayer de faire comme exercice, mais plus sur les valeurs individuellement qu'on va essayer d'accompagner, parce qu'il y a encore de la place sur pas mal d'entre elles, mais il va falloir trouver bien en plus du technique et du graphique, du fondamental pour étayer et appuyer tous ces éléments-là. Donc regardez-les, surveillez-les, mais soyez prudents et utilisez un très bon money management. On est toujours là pour ces éléments-là. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent réveillon à toutes et à tous. On se retrouve à partir de mardi donc pour la réouverture des marchés pour cette nouvelle année boursière, de nouvelles vidéos et du suivi comme toujours. Encore une fois, merci de vos likes, vos partages et de vos retweets. Ça nous permet de continuer à vous proposer ces contenus. Merci à toutes et à tous.